Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo qui sera la première d'une série dédiée aux armes russes. Et j'ai cassé la chaîne du gong. Le fusil semi-automatique, un concept qui a démarré timidement à la fin du 19e siècle, même finalement après la mitrailleuse, pour être un peu utilisé durant la Première Guerre mondiale, beaucoup plus diffusé durant la Seconde Guerre mondiale, et encore, ça dépend des nations. Et puis qui a cédé la place après 1945 au fusil d'assaut ou battle rifle. Et donc, côté Occident, l'utilisation la plus marquante est finalement le RSC 1917 par l'armée française durant la Première Guerre mondiale. Un fusil fabriqué un peu dans l'urgence du conflit, qui possède quand même pas mal de défauts, mais qui a eu le mérite d'être réellement employé sur le champ de bataille. Et quid du côté soviétique? Eh bien déjà, le petit problème que je viens subtilement d'amener, soviétique. Et oui, la Russie, c'était avant tout un empire dirigé par un tsar. Changement radical de la société russe à partir de 1917 avec la révolution, la mise en place du communisme, etc. etc. L'idée ici est de placer que oui, il y a eu quelques développements d'armes d'épaule automatiques durant la Première Guerre mondiale, mais qu'évidemment, avec une société qui est entièrement chamboulée, les développements futurs se trouvent un peu perturbés par tout ceci. Et pourtant, il y avait en effet le Fedorov 1916 qui est apparu et qui semblait très prometteur. D'ailleurs, la date est trompeuse car le fusil automatique, développé par le capitaine Vladimir Fedorov, est même antérieur à la Première Guerre mondiale et démarre dès 1906 et découle directement de l'expérience de la guerre russo-japonaise, où les Russes ont eu bien du mal face aux mitrailleuses japonaises. Et donc l'idée était de pouvoir augmenter la puissance de feu du fantassin. Et comment on fait ça? Donner la capacité d'une arme semi ou automatique tirant la cartouche de fusil à chaque soldat. C'est un peu l'idée derrière l'arme de Fedorov qui sera sérieusement testée vers 1911, mais a priori le tsar n'en voyait pas vraiment l'intérêt. A noter que l'arme de Fedorov est alors chambrée dans une nouvelle cartouche de calibre 6,5. Il faudra donc attendre la Première Guerre mondiale et les retours d'expérience du terrain qui vont en effet mettre en avant que le fusil à verrou oppose quelques limites d'utilisation. La France et l'Angleterre vont largement adopter et développer le fusil mitrailleur. CSRG 1915 et FM Lewis qui permettent d'avoir une arme automatique relativement assez légère et transportable pour suivre les vagues d'assaut. Fedorov va réfléchir à proposer une arme encore plus légère et mobile, et c'est ce qui va découler dans le développement du modèle 1916. Il reprend son précédent prototype, mais lui ajoute un sélecteur de tir semi et full auto, et un magasin movible de 25 cartouches. Pour réduire le poids de l'arme, il faut trouver une cartouche moins puissante que le 7,62 par 54R. Il va donc choisir la cartouche japonaise de 6,5 par 50 Arisaka. Et pourquoi? Eh bien parce qu'en fait le 6,5 était largement utilisé par l'armée impériale russe durant le conflit. Et oui, l'armée russe manquait de tout, alors ils ont acheté plein d'armes, comme les Winchester 895, que j'ai déjà présenté, mais aussi des fusils type 30 et type 38. Donc du 6,5 Arisaka, ils en avaient en quantité, ce qui donne en effet une arme d'environ 4,5 kg et qui permet en plus de tirer en full auto si besoin. A priori, l'idée était de les utiliser comme les fusils mitrailleurs, soit en équipe avec un tireur et un rechargeur ou pourvoyeur de munitions. Et le côté très pratique, c'était que les chargeurs s'approvisionnaient avec les clips des fusils. Donc dans l'idée de dire que c'est le premier fusil d'assaut de l'histoire est fausse, le 6,5 par 50 Arisaka n'est pas une cartouche intermédiaire, et le Fedorov n'a pas été pensé comme une arme individuelle. Même si vous allez me dire qu'il y a forcément eu des Ivan Ivanovitch forts comme un ours qui ont dû les utiliser tout seuls. D'ailleurs, Fedorov classait lui-même son arme comme un fusil mitrailleur, tandis que ses supérieurs le classaient comme automate. Le même mot utilisé pour l'automate Kalachnikov, soit le fusil d'assaut chez nous. Mais on en reparlera avec l'AVS-36. Bref, le Fedorov paraissait très prometteur, mais il n'aura pas eu trop le temps de faire ses preuves sur le terrain. A priori, c'est à peine une centaine qui auraient été utilisées durant la Première Guerre mondiale, enfin jusqu'à 1917, et le total produit serait 3500 exemplaires, avec une fin définitive en 1925, correspondant à une décision des pouvoirs soviétiques d'arrêter d'utiliser des armes chambrées dans une cartouche autre que la cartouche russe de 7,62 par 54, pour des raisons évidentes de logistique et productique. L'idée d'adopter à grande échelle un fusil semi-automatique perdure, mais il faut développer une nouvelle arme. Et là on retrouve des noms de concepteurs connus comme Dekhtiarev, Tokarev et Simonov.
Et ce qu'il y a de formidable dans le nom des armes russes, c'est qu'on retrouve l'initiale de leur inventeur dedans, puisque si on parle de l'AVS-36, le S est bien celui de Simonov. Sergei Simonov avait déjà travaillé avec Fedorov sur le fusil modèle 1916, donc il n'était pas étranger au concept de fusil semi-automatique. Il a repris les travaux de Fedorov à partir de 1926 pour proposer un premier modèle en 1931. Au fur et à mesure des tests et des développements, son arme semble être la plus prometteuse et à partir de 1934, les Russes commencent à vouloir fabriquer une petite série pour des essais sur le terrain. Ce qui va mettre pas mal de temps à se mettre en place, surtout au niveau des machines-outils dans l'usine d'Ijevsk, pour être fermement adopté en 1936. Et ce n'est pas un automate, mais un Automaticheskaya Vintovska, soit un fusil automatique, et c'est la première véritable arme de ce type adoptée par l'armée rouge. Donc l'AVS-36 tire en full auto, même si on admettra que le côté pratique d'avoir une arme d'épaule de 4 kg qui tire le 7,62 en full auto est à relativiser. Mais disons que l'option est disponible sur le fusil. Et donc il a réellement été produit en quantité assez importante, qui serait de l'ordre de 65 000 exemplaires. Même si, par rapport à la taille de l'armée rouge, ce type de chiffre n'est finalement pas si énorme que ça, et le Mosin Nagant reste définitivement l'arme de base du fantassin. Par contre, oui, il a été utilisé un peu plus tard durant la guerre d'hiver contre la Finlande en 1939, et par les Finlandais eux-mêmes. Et visiblement, la VS-36 n'avait pas que des qualités. Déjà, il n'était pas si simple que ça à fabriquer, donc demandait du temps d'usinage, et le temps, même au pays du Soviet, c'est de l'argent. Et quand un AVS-36 coûte quasiment 2 fois plus cher qu'une DP-28, ça commence à poser problème. Ensuite, il manquait de fiabilité, était trop sensible au grand froid et à l'encrassement. Sauf qu'il était aussi trop compliqué à démonter pour le nettoyage. Donc finalement, l'entretien sur le terrain n'était pas bien fait, car il y avait la crainte de perdre des pièces, voire de mal remonter certaines pièces au niveau de la culasse, ce qui pouvait occasionner un tir accidentel sans appuyer sur la détente. Et ensuite, le chargeur amovible, c'est bien, mais s'il est perdu sur le terrain ou abîmé, c'est embêtant. Et puis si vous aviez un étui coincé dans la chambre, il fallait forcer avec un tournevis pour l'ouvrir. Et la culasse, on en parle parce qu'elle était ajustée à chaque fusil. Et ça veut dire qu'elle n'est pas interchangeable entre deux armes, sauf avec un peu de bol et une lime. Et puis bon, le tir en full auto nuisait gravement à la précision de l'arme. Bref, étonnant que ça ait passé les tests, mais c'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres, qu'il fut bien vite remplacé par le fusil d'un de ses précédents concurrents, le SVT-38 de Tokarev. Tokarev, le même que vous connaissez bien pour les pistolets automatiques TT-33. Mais comme son camarade Simonov, le père Tokarev travaillait depuis un moment sur le concept de fusil semi-automatique, depuis les années 20, mais sans pour autant avoir été retenu. Vous l'avez vu précédemment avec l'AVS-36, mais développer ce type d'arme, ça prend du temps. Et donc avec la fin de l'AVS-36, car il ne donnait pas satisfaction, un nouveau concours est lancé au milieu de l'année 1938, auquel répondra Tokarev. Vous l'aurez vite compris, c'est l'arme de Tokarev qui sort du lot, d'autant plus que son fusil coûterait moins cher à produire que celui de Simonov. Nous sommes alors déjà au milieu de l'année 1939 et Staline himself serait intervenu pour accélérer le développement et l'adoption du SVT-38. A priori, il connaissait bien Tokarev, donc ça aurait pu jouer en sa faveur. Je rappelle qu'à ce moment-là, les Russes sont toujours en guerre contre la Finlande, sans parler des tensions à l'ouest, entre l'Allemagne et la France, et le Japon qui se balade en Chine et en Corée. Donc s'il faut adopter massivement un fusil semi-automatique, c'est maintenant. Et c'est à tout là que tout est mis en place. Ils ont carrément arrêté la production des fusils Mosin Nagant pour mettre en place les lignes de production le plus rapidement possible, et ce en moins de 6 mois, ce qui est vraiment très court. Ce qui fait qu'il aura tout de même le temps d'être utilisé durant la guerre d'hiver en 39-40, soit finalement en même temps que la VS-36. Et visiblement, ça se passait pas trop mal, ou du moins le SVT-38 faisait mieux que la VS-36. La production du SVT-38 s'arrête en juin 1940 et laisse place à une version améliorée, le SVT-40, soit le même fusil, du même concepteur, mais peaufiné dans les réglages suite au retour d'expérience des soldats sur le front. Là où Tokarev a été malin, c'est dans la possibilité de poser très facilement une lunette sur le boîtier de son fusil. Je vous avais déjà parlé des Mosin Nagant de tireurs d'élite dans une précédente vidéo. La lunette initiale utilisée par l'armée rouge était la PE et PEM. Sauf qu'elle ne pouvait pas se mettre sur le fusil semi-automatique de Tokarev. Et bien en 1939, une nouvelle lunette fut développée spécialement pour le SVT, la lunette PU. Oui, la lunette que vous voyez partout sur les Mosin Sniper vendus dans le commerce, c'est initialement une lunette pour le SVT 40. Si vous avez une lunette originale dont la date est inférieure à 1942, il y a de fortes chances qu'à la base, elle était d'abord sur un SVT 40 avant d'être démontée et remise sur un Mosin Nagant.
L'APU, c'est une lunette compacte avec un grossissement de 3,5. Le réticule est une pointe partant du bas avec 2 traits horizontaux sur les côtés et franchement, ça marche super bien. Sa compacité est essentielle pour les SVT40 car elle n'interfère pas à l'avant dans l'éjection des étuis et elle n'est pas trop en arrière non plus pour garder une distance suffisante avec l'œil du tireur. Tokarev a conçu le montage en U qui vient se caler sur le boîtier de son fusil et qui est très solide. Et le SVT-40 est réellement déclaré officiellement comme arme de tireur d'élite, en remplacement total du Mosin Nagant. Les Russes pensent vraiment qu'ils vont remplacer tous leurs fusils à verrou par des fusils semi-auto. Mais ça n'enlève en rien que le fusil semi-automatique, et surtout dans le cas du SVT-40, on ne peut pas rivaliser avec le fusil à verrou en termes de précision. Les SVT-40 de sniper sont des armes sélectionnées à l'usine, mais les tolérances de fabrication de l'époque, alors qu'on est, je le rappelle, en 1940 et encore pire en 1941, avec Barbarossa qui accélère encore tout, eh bien les tolérances à l'usine ne sont pas les plus exigeantes qui soient. Et donc pour qu'un fusil semi-auto soit précis, il faut une qualité d'usinage qui soit vraiment au top. Prenez par exemple la sniper Pavlichenko, créditée tout de même de 309,5 tués. Eh bien elle a reçu un SVT-40 comme arme de service, en remplacement de son Mosin Nagant, comme si c'était mieux. Eh bien, pas vraiment. Ce qui ne lui plaisait pas dans les SVT-40, c'était que le fusil pouvait générer un flash et un volume sonore trop important lors du tir, pouvant bien évidemment révéler sa position. Ensuite, l'arme était trop sensible aux éléments extérieurs, comme la poussière, la boue, etc., et que le système d'empreinte gaz pouvait donc s'encrasser aussi trop rapidement et générer des problèmes d'introduction de munitions. Ce qui peut être crucial pour un tireur d'élite dans certains cas. Et on peut imaginer aussi qu'un sniper se doit de se camoufler, de ramper jusqu'à des positions. Donc, l'arme est quand même rapidement au contact de la terre. Là où finalement un fusil à verrou, ça n'offre peut-être que 5 cartouches, mais ça reste très simple mécaniquement et donc simple à entretenir. Et bien sûr le point final, la précision. Là où elle pouvait taper une cible à 800 mètres avec son Mosin Nagant, elle préfère assurer ses cibles à 400 mètres avec le SVT-40. Et ça ne sera pas la seule à constater tous ces défauts, puisqu'en 1942 ce sera le retour au Mosin Nagant avec lunettes PU pour les tireurs d'élite. Simple à fabriquer, simple à utiliser, entretien minimum et plus précis. What else? Du côté de l'infanterie, eh bien en 1942, c'est l'AVT-40 qui fait son apparition, soit la version SVT qui est passée en automate, full auto. Du moins, l'option est ajoutée à l'arme et ne doit pas être utilisée telle qu'elle, sauf en cas de combat urbain intense ou si ça manque de fusil mitrailleur DP28 et qu'il faut assurer un tir de soutien. Alors c'est bien le full auto, mais ça use quand même beaucoup plus vite l'arme. Et puis l'arme n'était simplement pas conçue pour ça à la base, donc ça crée des dysfonctionnements et des casses. Ce qui finalement dérange plus que ça n'arrange. Pire, c'était encore plus mauvais en précision qu'un PPS 43, c'est dire. Avec un recul aussi violent, forcément, il ne fallait pas s'attendre à grand chose. Tokarev continuera à travailler sur son SVT tout au long de la guerre, cherchant à améliorer le fonctionnement de son fusil, mais sans changement profond. Il a aussi tenté de faire l'AKT-40, qui est une carabine full auto dérivée directement du SVT, mais le concept n'ira pas jusqu'au bout. A noter qu'il y a aussi le SKT-40 qui est lui en semi-auto, et qu'on peut croiser parfois sur le marché européen. J'en ai même vu un chez mon armurier l'autre jour. J'avoue avoir été surpris, je me suis demandé si c'était pas comme le Garand Tanker, une sorte de bidouille faite après-guerre, mais il se trouve que non. Le SKT a vraiment existé, en très petite quantité et de manière pas très diffusée car jugé peu efficace. Mais oui, c'est réglementaire. Alors que dire du SVT-40 au combat? Du bon et du moins bon. Sur le papier, l'URSS a produit plus d'1 million de fusils semi-automatiques en 1941, et les sections sont plutôt bien équipées, avec un mix de fusils Mosin Nagant, SVT-40, 2 SVT-40 avec lunettes, DP-28 et pistolets mitrailleurs. Bref, une belle puissance de feu, mais qui ne tient pas face à la Blitzkrieg allemande, ce qui fait que beaucoup de soldats qui avaient été initialement formés à l'utilisation du SVT-40 avaient péri au combat, et que les nouveaux conscrits, rapidement mis sur pied pour contenir la vague allemande, n'avaient pas le niveau de formation suffisante pour manipuler un fusil de ce type. Alors je sais, pour nous, ça nous semble évident, et si je vous mets un SVT-40 dans les mains, en 5 minutes, vous aurez compris comment il fonctionne et surtout comment le démonter pour le nettoyer. Mais dans la Russie des années 40, le paysan moyen n'a pas vraiment connaissance de tout ça. Il faut rappeler qu'à l'époque, le fusil semi-automatique, c'est tout nouveau, et que son utilisation change beaucoup avec un simple fusil à verrou, qui était là depuis des décennies déjà. Rien qu'au niveau de la robustesse, c'est plus fragile, donc il faut en prendre plus soin, apprendre à le démonter, ne pas perdre les pièces sur le terrain, et gérer la lubrification. Déjà que certains aujourd'hui ont du mal avec le fait de lubrifier correctement leurs armes, alors imaginez à l'époque. Ce qui veut dire que le SVT-40 va subir beaucoup de casses ou malfonctions sur le terrain, et donc amener à une mauvaise réputation d'arme peu fiable.
Alors sur ce coup-là, je peux pas mentir que sur la journée de stand qu'on a eu, le SVT40 a peut-être été le pire flingue qu'on ait utilisé tellement il a enchaîné les problèmes. L'autre effet qui se coule du SVT40, c'est que les Russes ont dû déménager leurs usines de l'ouest vers l'intérieur des terres pour les protéger des bombardements allemands. Et ça a dû avoir un impact sur la qualité de fabrication des pièces. Et donc, si les cotes sont moins bien respectées parce qu'en plus il faut produire à fond, ça entraîne encore plus de problèmes de fonctionnement, une fois dans les mains de l'utilisateur final. Ensuite, il y a le prix, car un SVT40 coûte presque 2 fois le prix d'un Mosin Nagant à produire, donc est-ce qu'il vaut mieux pas avoir 2 fusils à verrou, simples mais robustes et fonctionnels, plutôt qu'un seul fusil semi-automatique avec le potentiel de problème qu'on lui connaît? Surtout que la DP28 est là pour le tir d'appui et que les Russes vont miser à fond sur les pistolets mitrailleurs PPSH-41 et PPS-43 pour la puissance de feu au combat rapproché. Mais ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo dédiée. Donc, in fine, le SVT-40 sera utilisé, oui, mais ne remplacera jamais totalement les Mosin Nagant, pour ces différentes raisons. Alors bien sûr, ça n'enlève pas l'arme d'avoir des qualités, car les Finlandais, comme les Allemands, se serviront largement des SVT-40 capturés. Preuve en est sur les nombreuses photos d'époque. On note que concernant les Allemands, ce sont souvent des SS, parce que ne faisant pas partie de la Wehrmacht, ils devaient se débrouiller pour s'équiper eux-mêmes. Et un SVT-40, même avec ses défauts, ça fait quand même un fusil gratuit. Et il y a une chose que je n'ai pas du tout mentionnée, mais c'est le fonctionnement du SVT-40. Et bien c'est simple, c'est un système par emprunt de gaz et piston à course courte. Lors du tir, les gaz sont récupérés à l'avant et vont venir pousser un piston situé tout au-dessus du canon. Le piston va venir donner une impulsion sur la tête de l'ensemble mobile. C'est le système basique qui fonctionne à tous les coups, et qui sera copié par les Allemands bien sûr. Je vous ai déjà parlé du G43, et bien c'est directement inspiré du fonctionnement du SVT-40. Au lieu de se compliquer la vie, les Russes n'ont pas hésité à percer un trou dans le canon pour récupérer les gaz et faire fonctionner leur fusil. La production du SVT-40 s'arrêtera net en janvier 1945. La fin de la guerre approche, les besoins commencent à diminuer, et il y a assez de stock pour continuer les combats. Il sera définitivement retiré du service vers 1947, alors qu'une toute nouvelle arme allait voir le jour, la SKS-45, que l'on abordera très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là, n'hésitez pas à liker et commenter, ça aide au référencement des vidéos et à soutenir mon travail. Et je vous dis à bientôt.